Il fait -20 degrés dans les montagnes de l'Altaï. Un cavalier avance au pas dans la neige, le bras droit tendu, protégé par un épais gantelet de cuir. Sur ce bras, immobile, une masse sombre d'un peu plus de 6 kilos, les yeux couverts d'un capuchon. L'homme retire le capuchon. En une fraction de seconde, 2 yeux immenses s'ouvrent sur la vallée, fixent un point que nous, en contrebas, ne voyons même pas. Le cavalier ouvre le bras. Et ce qui s'élance depuis son poignet est, depuis plus de 3000 ans, l'arme de chasse la plus précise jamais domestiquée par l'homme. Bienvenue sur Planète Animal. Ce que ce chasseur kazakh tient sur son bras, ce que ces peuples appellent depuis des siècles leurs compagnons des cimes, porte un nom que vous croyez tous connaître, l'aigle royal, autrement dit, Aquila chrysaetos. Vous croyez le connaître. Vous vous trompez, et je vais vous le prouver. Restez jusqu'à la fin. À la moitié du film, je vous montrerai l'expérience qui a mesuré ce que voit réellement un aigle. Et pourquoi, à cet instant précis, aucun de nous ne peut soutenir la comparaison avec lui. La créature que vous appelez aigle n'est pas une espèce. Il en existe plus de 40, et la moitié d'entre elles ne sont pas parentes entre elles. Arrêtons-nous ici un instant, parce que cette phrase mérite qu'on la relève. Quand vous prononcez le mot aigle, vous avez une image en tête, une seule. Une grande silhouette sombre, un bec crochu, un regard dur, des serres, et ce vol qui semble suspendre le temps. Vous croyez décrire un animal. En réalité, vous décrivez un rôle, un métier, une manière d'occuper le ciel. Et ce métier, l'évolution l'a inventé plusieurs fois, sur des continents différents, à partir d'oiseaux qui, sur l'arbre du vivant, sont parfois plus éloignés les uns des autres qu'un chat ne l'est d'un ours. Je l'avoue, la première fois que j'ai vraiment saisi cette idée, j'ai dû m'arrêter et y réfléchir un long moment. Nous grandissons tous avec un aigle unique dans la tête. Et il n'existe pas. Prenons les choses dans l'ordre. Tous ces oiseaux que nous rangeons ensemble appartiennent à une même grande famille, celle des accipitridés, la famille des rapaces diurnes. Une famille immense. Elle rassemble les éperviers, les buses, les milans, les busards, les vautours de l'ancien monde, les serpentaires, et bien sûr ce que nous appelons les aigles. Des centaines d'espèces. Et à l'intérieur de cet ensemble, le mot aigle ne désigne aucune branche précise. Il désigne, disons, une taille et une allure. Le grand rapace puissant, au cerf capable de tuer une proie d'un seul coup. Voilà ce qu'est un aigle. Pas une lignée, une carrure. Cela vous paraît peut-être un détail de spécialiste. Ce n'en est pas un. C'est la clé de tout le reste. Car voici la question qui va nous tenir un moment. Si l'aigle est si puissant, si imposant, si évidemment le roi de tous ces oiseaux, pourquoi les biologistes le rangent-ils dans la famille des accipitridés? Un nom bâti sur l'épervier, un oiseau qui pèse parfois moins qu'une pomme. Pourquoi la famille ne porte-t-elle pas le nom du plus grand, du plus fort? Pourquoi le géant est-il classé sous le nom du petit? Gardez cette question. Nous y reviendrons, et la réponse va changer votre façon de regarder tout le monde vivant. D'abord, mettons de l'ordre dans le ciel, parce qu'il y règne une confusion permanente. Vous levez la tête, vous apercevez une grande forme sombre qui plane très haut, et vous dites « un aigle ». 9 fois sur 10, ce n'en est pas un. Ce peut être un milan, reconnaissable à sa queue échancrée en forme de fourche. Ce peut être une buse, plus ramassée, qui tourne en large cercle au-dessus des champs. Ce peut être un pigargue, ce que beaucoup appellent à tort un aigle. Un pêcheur des rivières et des côtes, dont le célèbre pigargue à tête blanche, l'emblème des États-Unis, n'est justement pas un aigle au sens strict, mais un cousin qui a choisi le poisson plutôt que le lièvre. La nature ne fait pas de vous un aigle parce que vous êtes grand et que vous planez. Il faut plus que cela. Remarquez bien à quel point notre œil est mauvais juge. Nous confondons, nous simplifions. Nous voyons un roi partout où il y a une grande paire d'ailes. L'animal, lui, ne se soucie pas de nos catégories. Il chasse, il plane, il élève ses petits, indifférent au nom que nous lui donnons. Alors, à quoi reconnaît-on un véritable aigle? Regardons de près. Le premier signe, ce sont les pattes. Chez presque tous les grands aigles, les pattes sont couvertes de plumes jusqu'aux doigts, comme si l'oiseau portait des bottes. Les pigargues, eux, ont les pattes nues.
Le deuxième signe, c'est la puissance des serres, conçue non pas pour saisir un poisson glissant, mais pour transpercer et immobiliser une proie qui se débat. Le troisième, c'est le mode de vie, le grand chasseur des espaces ouverts ou des forêts, celui qui frappe et qui tue, pas celui qui charogne ou qui pêche. Voilà l'aigle, une combinaison, un ensemble d'outils. Et maintenant, laissez-moi vous présenter quelques-uns de ceux qui portent vraiment ce titre, car ils ne se ressemblent pas autant que vous le croyez. Voici d'abord le plus célèbre de nos régions, l'aigle royal, celui du cavalier de l'Altaï. Un peu plus de 2 mètres d'envergure, aile déployée, soit à peu près la largeur d'un grand canapé. Un poids qui peut dépasser 6 kilos chez la femelle, l'équivalent d'un gros chat domestique bien portant. C'est le chasseur des montagnes et des steppes, celui qui, en meute de deux, ose s'attaquer à un renard, parfois à un jeune ongulé. Voici ensuite un aigle des tropiques africains, trapu, ramassé, à peine plus grand qu'une buse, mais d'une audace redoutable, capable de fondre depuis la canopée sur une proie surprise. Rien à voir avec le premier, ni par la taille, ni par le territoire. Et voici, à l'autre bout du monde, dans les forêts d'Amérique centrale et du Sud, la harpie féroce, l'un des aigles les plus puissants de la planète, aux serres aussi longues que les griffes d'un ours brun, une bête capable d'arracher un singe ou un paresseux à la cime des arbres. Posés côte à côte l'aigle royal des neiges de l'Altaï et la harpie des forêts humides d'Amazonie. Deux oiseaux gigantesques, deux chasseurs souverains. Et pourtant, deux histoires évolutives distinctes, deux lignées qui ont abouti, chacune de son côté, à la même solution. Vous commencez à sentir le paradoxe. Ces oiseaux se ressemblent non pas parce qu'ils descendent d'un même ancêtre récent, mais parce que le même problème appelle la même réponse. Comment dominer un ciel, un territoire, une chaîne alimentaire? La nature a répondu presque de la même façon, encore et encore, à des endroits différents. Ce n'est pas une famille, c'est une convergence. Ce qui m'a personnellement le plus frappé, c'est ceci. Nous avons donné un seul mot à des dizaines de réussites indépendantes. Comme si nous avions inventé un mot unique pour désigner tout ce qui roule et ranger ensemble la roue, la bille et la planète. Mais revenons à notre question restée en suspens. Pourquoi l'aigle, ce géant, est-il classé sous le nom d'un petit épervier? La réponse tient en un mot, la parenté. En biologie moderne, on ne classe pas les êtres vivants selon leur prestige, leur taille ou l'impression qu'ils nous font. On les classe selon leur arbre généalogique, selon qui descend de qui. Et sur cet arbre, la grandeur ne donne aucun privilège. Ce n'est pas le plus fort qui donne son nom à la famille, mais souvent la forme la plus ancienne, la plus proche de la souche commune. Pensez-y un instant. C'est exactement ce qui se passe chez les félins. Les lions et les tigres sont les plus imposants de la famille. Mais cette famille s'appelle celle des félidés, un mont construit sur le chat, un animal bien plus petit et bien plus ancien dans sa forme. Personne ne trouve cela scandaleux. Le tigre ne cesse pas d'être le seigneur de la jungle parce que sa famille porte le nom du chat. Il en va de même dans le ciel. L'aigle règne sur les airs, mais sur l'arbre du vivant, il n'est qu'une branche parmi d'autres, une réponse magnifique à une question posée 1000 fois. Et c'est là que tout bascule. Car si l'aigle n'est pas une espèce, mais un rôle joué par des dizaines d'oiseaux différents, alors une autre question se pose aussitôt. Comment ce corps s'est-il construit? Comment fait-on tenir en l'air, pendant des heures, sans un battement d'aile, une créature qui pèse le poids d'une valise de cabine? Levons les yeux et regardons ce corps de plus près. Ni le muscle, ni la vitesse. Ce qui tient un aigle en l'air pendant des heures, ce n'est aucun des deux. Ce n'est pas la force de ses ailes, ce n'est pas la puissance de ses battements. Un oiseau qui pèse le poids d'une valise de cabine ne peut pas rester suspendu dans le ciel à coups de muscles. Il n'y a pas assez de muscles au monde pour cela. Et pourtant il y reste, des heures durant, sans un battement. Alors si ce n'est pas la force, qu'est-ce qui le porte? Gardez la question. Nous allons d'abord ouvrir ce corps et regarder comment il est fait, car chaque détail va nous rapprocher de la réponse. Commençons par ce qui pèse, ou plutôt par ce qui ne pèse presque rien. Le squelette d'un aigle est un chef-d'œuvre de retenue. Ses os les plus longs ne sont pas pleins comme les nôtres. Ils sont creux, parcourus à l'intérieur de fines cloisons obliques,
exactement comme les entretoises qui renforcent l'aile d'un avion ou la structure d'une grue de chantier. Le résultat est un os léger comme un roseau et rigide comme une poutre. On a longtemps répété une phrase saisissante à propos des oiseaux. Chez certains d'entre eux, le squelette entier pèse moins lourd que l'ensemble des plumes qui le recouvrent. Prenez une seconde pour vous représenter cela. La charpente qui soutient tout l'animal, plus légère que son manteau. Ce corps allégé à l'extrême a une conséquence directe. Il ne reste presque plus rien à porter. Et c'est là que commence la véritable ingénierie. Passons aux plumes, car elles ne sont pas ce que vous croyez. Une plume n'est pas un ornement, c'est une pièce mécanique. Regardez de près une grande plume d'aile. Un axe central, rigide, et de part et d'autre des milliers de barbes, elles-mêmes reliées entre elles par des micro-crochets minuscules qui s'accrochent comme les dents d'une fermeture éclair. Quand l'oiseau lisse son plumage, il ne fait pas de la coquetterie. Il referme une à une ces fermetures éclairs, il reconstitue une surface lisse et étanche, capable de mordre l'air sans le laisser fuir. Une seule grande aile d'aigle compte des dizaines de ces plumes maîtresses, et chacune peut pivoter légèrement, comme un volet. Et c'est ici qu'intervient la première réponse à notre énigme. L'aile d'un aigle n'est pas une simple rame, c'est une aile d'avion. Large, longue, incurvée sur le dessus et creuse en dessous. Quand l'air passe au-dessus de cette courbe, il accélère, et une portance se crée, une force qui pousse l'oiseau vers le haut sans qu'il ait à faire le moindre effort. Tant qu'il y a de l'air en mouvement sous cette aile, l'aigle est porté. Il ne se maintient pas à la force du poignet, il se laisse soulever. Mais un avion, lui, a des moteurs. L'aigle n'en a pas. D'où vient alors le mouvement de l'air qui le soulève? Voilà le dernier morceau de l'énigme, et il est magnifique. Levez les yeux vers un champ par une belle journée d'été. Le sol chauffe au soleil. L'air, au contact de cette terre brûlante, se réchauffe à son tour, se dilate, s'allège, et se met à monter en colonnes invisibles. On appelle ces colonnes d'air chaud ascendant des courants thermiques. Elles sont partout, au-dessus des labours, des rochers, des versants exposés au soleil, montant parfois à plusieurs kilomètres de hauteur. Nous ne les voyons pas. L'aigle, lui, les lit. Il repère un de ces ascenseurs d'air, il entre dedans. Il déploie ses ailes immenses et il se laisse porter vers le haut en tournant en large cercle, sans un seul battement. Arrivé au sommet de la colonne, il bascule, glisse en longue descente douce vers la colonne suivante et recommence. Monter gratuitement, glisser, remonter gratuitement. Voilà comment un oiseau qui pèse le poids d'un gros chat traverse un massif entier en dépensant à peine plus d'énergie qu'il n'en faut pour rester perché. Voilà la réponse. Ce n'est ni le muscle, ni la vitesse. C'est la géométrie. C'est la physique de l'air, maîtrisée à un degré que nous commençons à peine à imiter avec nos planeurs. Je l'avoue, la première fois que j'ai compris ce mécanisme, j'ai regardé les rapaces autrement. Ce que je prenais pour de la majesté paresseuse était en réalité un calcul permanent. Chaque cercle, chaque inclinaison d'aile est une lecture du vent. Imaginez maintenant que vous êtes cet oiseau. Vous ne sentez pas le froid mordant de l'altitude comme nous le sentirions. Sous vos plumes, une couche de duvet emprisonne l'air tiède contre votre corps, aussi efficacement qu'une doudoune. Vous ne cherchez pas le sol des yeux avec effort. Vous flottez, immobile en apparence, et le paysage défile lentement sous vous. Vous ne pensez pas à l'air. Vous êtes dans l'air comme un poisson est dans l'eau. C'est votre élément, et vous en sentez chaque remous du bout de vos plumes. Arrêtons-nous d'ailleurs sur ces extrémités. Regardez la silhouette d'un aigle qui plane, tout en haut. Vous verrez, au bout de chaque aile, de longues plumes écartées les unes des autres, comme des doigts tendus. Ce détail n'a rien d'esthétique. Ces plumes écartées cassent les tourbillons d'air qui se forment en bout d'aile et qui, sans elles, freineraient l'oiseau et lui feraient perdre de la portance. Les ingénieurs qui conçoivent nos avions modernes ont fini par ajouter, au bout des ailes, de petites extensions relevées pour le même usage, afin d'économiser du carburant. L'aigle possède ce dispositif depuis des millions d'années. C'est à mon avis l'un des exemples les plus élégants d'ingénierie que la nature ait produit. Mais un corps de chasseur ne se résume pas à voler.
Il faut aussi respirer, et ici encore, tout est différent de nous. Quand un aigle s'élève à haute altitude, il entre dans un air rare, pauvre en oxygène, un air où nous, humains, perdrions peu à peu nos forces et notre lucidité. Lui continue de voler puissamment. Pourquoi? Parce que la respiration des oiseaux n'a rien à voir avec la nôtre. Nos poumons se remplissent et se vident, encore et encore, et à chaque expiration, il reste toujours un fond d'air vicié que le suivant ne chasse jamais complètement. Chez l'oiseau, l'air circule dans un seul sens, traversant les poumons de part en part grâce à un réseau de sacs aériens répartis dans tout le corps, jusque dans les os creux. À chaque cycle, ce sont presque uniquement des bouffées d'air neuf, riches en oxygène, qui passent sur les surfaces d'échange. Un système à sens unique, bien plus efficace que notre va-et-vient. C'est ce qui permet à l'oiseau de rester actif là où notre propre sang commencerait à manquer d'air. Un corps léger, une aile qui vole les cadeaux du vent, un souffle qui ne gaspille rien. 3 solutions, un seul but. Et pourtant, tout cela ne servirait à rien sans les outils du bout du corps. Car voler n'est qu'un moyen. La finalité, elle, se trouve dans les pattes et dans le bec. Venons-en donc aux cerfs. Repliées sous le corps pendant le vol, elles sont l'arme véritable de l'aigle. 4 doigts terminés par des griffes recourbées, longues chez les plus grandes espèces, comme la première phalange de votre doigt, dures et pointues comme des crochets d'acier. 3 de ces doigts pointent vers l'avant, un vers l'arrière, et c'est ce doigt arrière, muni de la plus longue griffe, qui joue le rôle décisif. Il se referme comme une lame et transperce. La force avec laquelle une patte d'aigle se referme dépasse de loin celle de la main d'un homme. Le principe n'est pas de mordre ni de déchirer d'abord, mais de saisir et de ne plus lâcher, d'enfoncer les griffes et de laisser la prise faire son œuvre. Une proie prise ainsi ne se débat pas longtemps. Et pour que le combat ne blesse pas le chasseur, les pattes sont protégées d'un revêtement d'écailles épaisses, une armure contre les dents et les crocs de la victime. Puis, seulement ensuite, vient le bec. Crochu, tranchant sur les bords, il n'est pas fait pour tuer, mais pour dépecer. L'aigle ne mâche pas, aucun oiseau ne le peut, faute de dents. Il découpe sa proie en morceaux qu'il avale entiers. Ce que ce bec accomplit, il l'accomplit avec la précision d'une paire de ciseaux de boucher, séparant la chair, détachant les fragments qu'il peut ingérer. Un squelette de roseau, un manteau de plumes machines, un souffle à sens unique, une main d'acier et une lame au bout du visage. Voilà de quoi est fait ce corps. Chaque pièce en appelle une autre. Rien n'y est décoratif, rien n'y est de trop. Mais ce corps si parfaitement accordé n'est pas tombé du ciel achevé. Il a été assemblé, morceau par morceau, sur des millions d'années. Et le plus étrange, c'est qu'il a été assemblé plusieurs fois, séparément. Reprenons le fil du temps, et remontons à la source. Une forêt de Nouvelle-Zélande, il y a 800 ans. Aucun humain n'a encore posé le pied sur ces îles. Dans une clairière, un oiseau énorme broute les jeunes pousses, un géant sans ailes, plus aucun homme, lourd comme 2 hommes réunis. Il n'a jamais connu de prédateur. Rien sur cette terre ne peut le menacer. Il baisse la tête vers le sol, tranquille. Et c'est à cet instant, du haut du ciel, qu'une ombre tombe. 3 mètres d'envergure, des serres larges comme les griffes d'un tigre. L'oiseau géant n'entend rien, ne voit rien venir. Le choc le jette au sol avant même qu'il ait compris. Ce qui vient de le frapper est le plus grand aigle qui ait jamais existé. Vous ne verrez jamais cet aigle, il a disparu. Mais son histoire pose la question qui va nous occuper. D'où vient un tel monstre et pourquoi n'existe-t-il plus? Reprenons dans l'ordre et remontons très loin en arrière. La grande famille des rapaces diurnes, celle qui rassemble tous nos aigles, plonge ses racines à des dizaines de millions d'années dans le passé. Ces lointains ancêtres n'étaient sans doute pas des aigles au sens où nous l'entendons, mais des chasseurs ailés de taille moyenne, agiles, plus proches par l'allure de nos milans actuels. Des oiseaux souples, opportunistes, capables de saisir une proie au sol comme de fondre sur elle en vol. Rien dans cette silhouette de départ n'annonçait le géant des montagnes ou le monstre des forêts néo-zélandaises. Et puis quelque chose s'est produit,
encore et encore, dans des lignées différentes. Le même mouvement, répété. Certaines de ces branches ont grandi. Elles ont allongé leurs ailes, épaissi leurs pattes, renforcé leurs serres et se sont mises à occuper le sommet de la chaîne alimentaire. Elles sont devenues des aigles. Notez bien ce pluriel. Elles sont devenues des aigles. Pas une lignée unique qui aurait donné naissance à toutes les autres. Plusieurs branches séparées, dans des régions différentes du monde, qui ont emprunté chacune de son côté le même chemin. Voilà le cœur de l'affaire, et c'est ici que se cache la véritable étrangeté. Vous vous souvenez de la question laissée en suspens tout à l'heure? Si tous ces aigles ne descendent pas d'un même ancêtre récent, s'ils appartiennent à des branches distinctes, alors pourquoi se ressemblent-ils autant? Pourquoi le géant des montagnes d'Eurasie et le monstre des forêts d'Amérique du Sud ont-ils les mêmes serres puissantes, la même silhouette, le même bec crochu? Le hasard ne fabrique pas deux fois la même clé. La réponse porte un nom, et c'est l'une des idées les plus profondes de toute la biologie. La convergence évolutive. Voici ce qu'elle signifie. Quand des êtres vivants très différents se retrouvent face au même problème, dans le même genre de milieu, l'évolution tente à leur apporter la même réponse. Non pas parce qu'ils sont parents, mais parce qu'il n'existe qu'un petit nombre de bonnes solutions à un problème donné. Le problème ici était le suivant. Comment devenir le grand prédateur du ciel, celui qui frappe d'en haut et tue au sol? Et la réponse, dictée par les lois de la physique et de la chasse, était presque toujours la même. Il fallait de grandes ailes pour planer, des serres pour saisir, un bec crochu pour dépecer, des yeux perçants pour repérer. Alors chaque lignée, indépendamment, a convergé vers cette forme. Comme si plusieurs inventeurs, sans jamais se rencontrer, avaient dessiné le même outil parce que le travail à faire était identique. Pensez-y un instant. L'aile de l'oiseau et l'aile de la chauve-souris ne viennent pas du même ancêtre volant. Elles ont été inventées séparément parce que voler impose ses règles. L'œil du poulpe et notre propre œil se ressemblent, alors que nos lignées ont divergé il y a des centaines de millions d'années, parce que voir impose ses règles. L'aigle appartient à cette grande famille de répétitions. Le ciel a posé sa question, et la vie a répondu la même chose, encore et encore. Ce qui m'a personnellement le plus troublé, en creusant ce sujet, c'est de comprendre que le mot aigle ne décrit pas une origine, mais une destination. Ces oiseaux ne sont pas frères, ils sont arrivés au même endroit par des routes séparées. Imaginez maintenant le monde vu depuis ces lignées. Sur chaque continent, une même niche restait à prendre, celle du souverain des airs. En Eurasie, une branche s'en est emparée et a donné les aigles véritables, ceux aux pattes emplumées. En Afrique et en Asie tropicale, d'autres branches ont produit les grands aigles des forêts et des savanes, dont certains sont si spécialisés qu'ils ne chassent presque qu'une seule sorte de proie. En Amérique, la lignée des harpies a sculpté l'un des rapaces les plus puissants du globe, aux serres démesurées, taillées pour arracher un singe à la cime des arbres. 3 régions, 3 histoires, une même fonction. Arrêtons-nous ici un instant, parce que je vous dois une précision d'honnêteté. Les liens exacts entre toutes ces lignées font encore débat. Les spécialistes affinent sans cesse l'arbre généalogique des rapaces à mesure que la génétique livre ses données et certaines branches changent de place d'une étude à l'autre. Ce qui est solidement établi, en revanche, c'est le principe. Ce que nous appelons aigle n'est pas un groupe naturel unique, mais un assemblage de plusieurs lignées ayant convergé vers la même allure. Sur ce point, les observations concordent. Et maintenant, revenons à notre géant du début, ce colosse tombé du ciel néo-zélandais. Il porte le nom du naturaliste qui l'a fait connaître à la science, et il illustre à lui seul toute la puissance de la convergence. Cet aigle-là est né sur des îles isolées, coupées du reste du monde, où ne vivaient presque pas de mammifères, mais d'immenses oiseaux incapables de voler, qui broutaient comme des cerfs. Une proie gigantesque, abondante, sans défense aérienne. Que fait l'évolution devant une telle aubaine? Elle façonne un chasseur à la mesure du gibier. À partir d'un ancêtre probablement bien plus modeste, cette lignée a enflé, génération après génération, jusqu'à produire un aigle dont l'envergure approchait les 3 mètres et dont les serres égalaient celles d'un grand félin. Un prédateur bâti sur mesure pour terrasser des oiseaux plus lourds que lui.
Voilà une vérité que l'on oublie trop souvent. La taille d'un prédateur n'est pas un caprice. Elle est dictée par ce qu'il chasse. Donnez à une lignée une proie énorme et sans défense, laissez faire le temps, et vous obtiendrez un géant. Mais cette perfection avait un défaut mortel, et c'est ce qui répond à la seconde moitié de notre question. Pourquoi ce monstre n'existe-t-il plus? Parce qu'un chasseur aussi spécialisé est prisonnier de sa proie. Tout son corps, toute sa lignée reposait sur l'existence de ces grands oiseaux terrestres. Lorsque les premiers humains atteignirent ces îles, il y a quelques siècles, ils chassèrent ces oiseaux géants jusqu'au dernier. Et le jour où la proie disparut, le prédateur bâti pour elle n'avait plus aucune raison d'exister. Il s'éteignit à son tour, emporté par la disparition de ceux dont il dépendait. Le plus grand aigle de tous les temps n'a pas survécu à la perte de son gibier. Retenez bien cette leçon. Elle va revenir plus tard, sous une forme moins ancienne et beaucoup plus proche de nous. Le lien entre un aigle et ce qu'il mange est un fil ténu. Coupez ce fil, et l'oiseau tombe. Ce corps de géant, cette forme sculptée par la proie, cela nous amène tout naturellement à la question suivante. Puisque tout, chez l'aigle, converge vers la chasse, regardons enfin ce chasseur à l'œuvre. Descendons du ciel jusqu'à l'instant précis de l'attaque. Des chercheurs ont voulu savoir ce qui se passe exactement dans le corps d'un rapace au moment où il plonge. Alors ils ont fixé de minuscules caméras et des capteurs légers sur des oiseaux de proie entraînés, puis ils les ont lâchés en vol, encore et encore, filmant chaque piqué, image par image. Ce qu'ils ont observé dépasse tout ce qu'on imaginait. L'oiseau ne tombe pas comme une pierre, il pilote sa chute. À chaque fraction de seconde, il ajuste l'inclinaison de ses ailes, la position de sa queue, l'angle de sa tête, corrigeant sa trajectoire des dizaines de fois avant l'impact. Une pierre subit la gravité. L'aigle, lui, s'en sert. Et c'est là qu'apparut une énigme que je n'avais jamais soupçonnée avant de me pencher sur ces travaux. Un corps qui plonge à très grande vitesse et qui redresse brutalement à ras du sol subit des forces colossales. Nous, humains, nous perdrions connaissance. Comment un oiseau de quelques kilos encaisse-t-il un tel choc sans se briser ni s'évanouir? Gardez la question un instant. Pour y répondre, il faut d'abord comprendre comment l'aigle chasse, car le piquet n'est que la dernière seconde d'une longue histoire. La vérité, c'est que l'aigle n'a pas une seule façon de chasser. Il en a plusieurs, et il choisit selon la situation. La première, la plus célèbre, c'est la chasse à l'affût aérien. L'oiseau exploite les courants ascendants pour s'élever très haut, puis il plane en large cercle, scrutant le sol. De là-haut, il ne cherche pas une forme précise, il cherche un mouvement. Une herbe qui frémit trop vite, une ombre qui file, une tache qui se déplace contre le décor immobile. C'est le déclencheur. Tant que rien ne bouge, il attend, porté par l'air, sans effort. L'attente peut durer des heures. La deuxième façon est plus discrète. L'affût posé. L'aigle se tient immobile sur un rocher, un poteau, une branche haute, et il surveille. Il économise l'énergie du vol et laisse la proie venir apporter. La troisième est la plus surprenante, car elle contredit l'image du chasseur solitaire. Certaines espèces chassent à deux. Chez l'aigle royal, comme chez le grand aigle noir d'Afrique, un couple peut coordonner son attaque. L'un des oiseaux passe en vol pour effrayer la proie et la faire sortir de son abri, tandis que l'autre, resté en retrait, fond sur elle au moment où elle se découvre. Les observations suggèrent que les deux partenaires ajustent leur rôle selon le terrain et la proie. Deux chasseurs, une seule manœuvre. Arrêtons-nous sur un cas qui m'a frappé. Dans les montagnes d'Afrique vit un aigle sombre, qui ne chasse presque qu'une seule sorte de proie. De petits mammifères des rochers, rapides et méfiants, qui vivent en colonie sur les parois. Presque tout son régime repose sur eux. Un autre, l'aigle des steppes d'Eurasie, s'est spécialisé à l'extrême dans les rongeurs fouisseurs. Dans certaines régions, ces petits mammifères représentent jusqu'à 98% de sa nourriture. Presque tout. Vous voyez déjà le danger de cette stratégie. Un chasseur qui mise tout sur une seule proie tient son destin suspendu à un fil. Nous avons vu ce fil se rompre pour le géant disparu de Nouvelle-Zélande. Il peut se rompre encore.
Mais revenons à ce qui vous intrigue le plus, l'attaque elle-même. Le mouvement se déclenche. La proie a bougé. En un instant, l'oiseau replie ses ailes contre son corps, réduit sa surface et se transforme en projectile. Il plonge. Les vitesses atteintes en piqué par les grands aigles se comptent en dizaines et dizaines de kilomètres par heure, dans un ordre de grandeur comparable à celui d'une voiture lancée sur l'autoroute. Le vent siffle sur les plumes. Le sol se rapproche à une allure vertigineuse. Et c'est ici que se pose notre énigme du début. À cette vitesse, comment ne pas s'écraser? Voici la réponse, et elle tient dans la maîtrise du corps. D'abord, l'aigle ne fonce pas à l'aveugle. Ses yeux verrouillent la cible et corrigent la trajectoire en continu, comme un système de guidage vivant. Ensuite, à l'approche du sol, il rouvre progressivement ses ailes et déploie sa queue, qui agit comme un aérofrein et lui permet de redresser sans encaisser tout le choc d'un seul coup. Son squelette léger et souple, cette charpente creuse dont nous avons parlé, absorbe une partie des contraintes au lieu de casser. Enfin, et c'est le plus étonnant, les cerfs frappent en premier. Ce ne sont pas les os du chasseur qui reçoivent le choc de l'impact, mais les pattes tendues vers l'avant, ces armes conçues pour cela. L'aigle ne s'écrase pas sur sa proie. Il l'atteint, griffes déployées, à l'extrémité de son corps, au bout d'une chute entièrement pilotée. Prenez une seconde pour mesurer ce que cela représente. Un plongeon depuis plusieurs centaines de mètres, une correction permanente de la trajectoire, un freinage de dernière seconde et une frappe au terme du parcours qui ne rate presque jamais. Nos meilleurs avions de chasse ont besoin d'ordinateurs pour réussir ce genre de manœuvre. L'oiseau le fait avec un cerveau plus petit qu'une noix. Imaginez à présent la scène du point de vue de l'oiseau. Vous êtes très haut, porté par l'air tiède. Le monde, en dessous, est un tapis de détails immobiles. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à ce tapis. Soudain, un point se déplace. Tout votre être se concentre sur lui. Vous basculez. L'air se met à hurler autour de vous, mais vous ne le percevez pas comme un danger. Il est votre route, et vous le fendez. La cible grandit à toute vitesse, vos pattes se tendent. Et l'instant d'après, tout est fini. Que se passe-t-il une fois la proie saisie? La mise à mort est rapide. La force de préhension des cerfs est telle que la prise, à elle seule, suffit souvent. Les griffes s'enfoncent, immobilisent, et le doigt arrière transperce. Pour les proies plus grandes, l'aigle peut aussi tuer par le choc, en projetant sa victime contre le sol. Puis seulement vient le bec, qui découpe. L'aigle ne mâche pas, souvenez-vous. Il déchire et il avale par fragments, et son organisme tire de cette chair une énergie considérable, de quoi le porter parfois plusieurs jours sans nouvelle capture. Car il faut le dire clairement, l'aigle ne chasse pas sans cesse. Un grand rapace peut rester longtemps sans prise, puis se rassasier d'un seul repas important. Entre deux chasses réussies, il se repose, il digère, il surveille son territoire. Cette économie est vitale. Chasser coûte cher en énergie et un échec se paie. Voilà pourquoi tout dans ce corps est réglé sur la dépense minimale. Planer plutôt que battre des ailes. Attendre plutôt que poursuivre. Frapper une fois, sûrement, plutôt que 10 fois au hasard. Le chasseur idéal n'est pas celui qui court le plus. C'est celui qui gaspille le moins. Et tout ce système, cette mécanique de vol, de piqué et de frappe, repose entièrement sur un organe que nous n'avons pas encore vraiment ouvert. Un organe qui, à lui seul, décide du succès ou de l'échec, bien avant que les cerfs n'entrent en jeu. Car avant de frapper, il faut voir. Et ce que voit un aigle, croyez-moi, n'a presque rien à voir avec ce que voient vos yeux. Posez ce texte à 30 mètres de vous, dans un champ. Vous ne le lisez plus. Les lettres se brouillent, se fondent en une tache grise. Un aigle, à la même distance, le lirait encore. Et ce n'est pas tout. Là où vous distinguez tout au plus une couleur vague, lui perçoit chaque nervure d'une feuille, chaque poil sur le dos d'un campagnol. On répète souvent que l'aigle voit plusieurs fois mieux que nous. Le chiffre exact varie selon les études et les espèces, mais l'idée demeure, et elle est vertigineuse. Cet oiseau habite un monde visuel dont nous sommes littéralement exclus. Alors une question s'impose. Qu'y a-t-il dans cet œil
que le nôtre ne possède pas? Pourquoi voit-il ce qui, pour nous, reste un vide? Commençons par la taille, car elle est déjà stupéfiante. Les yeux d'un aigle sont énormes par rapport à sa tête. Proportionnellement, si nos yeux occupaient dans notre crâne la même place que les siens, ils auraient à peu près le volume d'une balle de tennis chacun. Ses yeux sont si grands qu'ils touchent presque l'un l'autre à l'intérieur du crâne, laissant à peine la place à ce qu'il faut de cerveau autour. Chez l'aigle, la vue n'est pas un sens parmi d'autres. C'est l'organe qui commande tout le reste. Le corps entier n'est, en un sens, qu'un support pour porter ses deux yeux le plus haut possible. Mais la taille n'explique pas tout. Le secret se trouve à l'intérieur, sur la fine membrane tapissant le fond de l'œil, la rétine, là où la lumière se transforme en image. Cette membrane est couverte de cellules qui captent la lumière. Plus ces cellules sont nombreuses et serrées, plus l'image est fine, exactement comme un écran affiche une image d'autant plus nette qu'il compte davantage de points. Or, la rétine d'un aigle est tapissée de ces cellules à une densité que la nôtre n'atteint jamais. Là où l'œil humain aligne un certain nombre de capteurs, celui de l'aigle en entasse plusieurs fois plus sur la même surface. Son monde est en très haute définition. Le nôtre, à côté, est une image floue. Et ce n'est encore que le début. Voici le détail qui m'a fait relire l'article 2 fois, pour être sûr d'avoir compris. Dans chacun de nos yeux, il existe une seule petite zone de vision parfaitement nette, un point central où notre acuité est maximale. Un seul. L'aigle, lui, en possède deux pareils. Deux centres de haute précision. L'un regarde vers l'avant, l'autre pointe de côté et vers le bas. Cela signifie qu'en plein vol, sans tourner la tête, l'oiseau peut garder une proie parfaitement nette sur le côté tout en surveillant sa route droit devant. Il voit net dans deux directions à la fois. Imaginez pouvoir lire un livre tout en fixant, avec la même précision, un objet posé à votre gauche. Vous ne le pouvez pas. Lui le fait en permanence. Ajoutez à cela la position des yeux. Ils sont placés assez en avant sur la tête pour que les deux champs de vision se recouvrent largement devant l'oiseau. Ce recouvrement lui donne le relief, la perception des distances, indispensable pour juger, en pleine chute, à quel instant précis tendre les serres. Un chasseur qui plonge doit savoir exactement où se trouve le sol. Cet œil le lui dit, au centimètre près. Voilà la réponse à notre énigme. Un œil géant, une rétine surchargée de capteurs, deux centres de netteté au lieu d'un, et une vision du relief taillée pour la chasse. Voilà pourquoi l'aigle voit un monde qui nous est fermé. Prenons une seconde pour respirer, parce que ce que nous venons de décrire mérite qu'on s'arrête. Si vous avez déjà vu un aigle ou un grand rapace planer au-dessus de vous, dites-le en commentaire. À quelle hauteur volait-il? Dans quel pays? Dans quelle montagne? Au-dessus de quel champ? J'aime beaucoup lire ces observations, et elles racontent, mises bout à bout, où et comment ces oiseaux vivent encore parmi nous. Et puisque nous parlons de ce que voit vraiment un aigle, le moment est venu de tenir une promesse. Vous vous souvenez, au tout début, je vous ai promis de vous montrer l'expérience qui a mesuré la vision de ces oiseaux. La voici. Pour évaluer l'acuité d'un rapace, des chercheurs ont entraîné des oiseaux à reconnaître des motifs, des séries de lignes de plus en plus fines, de plus en plus serrées. Le principe est simple. L'oiseau apprend qu'un certain motif lui vaut une récompense, et l'expérimentateur éloigne peu à peu ce motif, ou resserre les lignes, jusqu'au point où l'oiseau ne parvient plus à les distinguer d'une surface unie. Ce point de rupture donne la mesure exacte de ce qu'il peut voir. En comparant ce seuil à celui d'un œil humain soumis au même test, on obtient enfin un chiffre solide, mesuré, et non plus une légende. Le résultat confirme ce que les chasseurs pressentaient depuis toujours. Sur la finesse du détail à distance, l'œil de plusieurs de ces rapaces dépasse nettement le nôtre. Ce que la tradition affirmait, le laboratoire l'a pesé. Mais l'histoire de cet œil réserve encore une surprise, et elle concerne quelque chose que vous ne verrez jamais de votre vie. La lumière que nous percevons n'est qu'une petite tranche de tout ce qui existe. Au-delà du violet, il y a une lumière que nos yeux ne captent pas, l'ultraviolet. Nous y sommes aveugles. De nombreux oiseaux, eux, la voient. Et cette capacité pourrait bien jouer un rôle discret dans la vie de certains rapaces. Car les petits rongeurs, ces proies si convoitées, laissent derrière eux des traces d'urine le long de leur piste.
Or, ces traces réfléchissent la lumière ultraviolette. Des travaux ont suggéré que certains rapaces pourraient ainsi repérer, invisibles pour nous, les autoroutes des campagnols dessinées à même le sol, comme des marques fluorescentes révélant où se cache le gibier. L'hypothèse est discutée, et tout n'est pas tranché pour les grands aigles. Mais l'idée seule donne le vertige. Là où nous voyons une prairie vide, l'oiseau verrait peut-être un plan lumineux du territoire, tracé par ses proies elles-mêmes. Imaginez ce monde, une seconde. Vous êtes suspendu très haut. Sous vous, tout est net, jusqu'au moindre brin d'herbe. Vous fixez, du même regard, deux directions à la fois. Et sur le sol, peut-être, des sentiers lumineux serpentent, invisibles à toute autre créature. Ce n'est pas un handicap d'être si haut. C'est un poste d'observation dont nous ne pouvons même pas rêver. Faut-il en conclure que l'aigle est tout entier dans ses yeux? Presque. Son ouïe existe, correcte, mais sans commune mesure avec sa vue. Elle joue un rôle secondaire. Quant à l'odorat, il est chez la plupart de ces rapaces très faible, presque négligeable. L'aigle ne sent pas le monde, il ne l'écoute qu'à peine. Il le regarde. Tout chez lui a été sacrifié à l'œil. Et quand un sens atteint une telle perfection, les autres passent au second plan, comme des outils qu'on n'a plus besoin d'aiguiser. Un œil qui lit le sol à des distances impossibles, 2 foyers de netteté, peut-être une lumière que nul mammifère ne perçoit. Voilà par quoi l'aigle domine son monde, bien avant que ses serres n'entrent en jeu. Mais un chasseur aussi parfaitement équipé ne vit pas seul dans le vide. Il naît, il grandit, il apprend, il s'accouple, il élève des petits. Et là, dans le nid, loin de la gloire du grand plongeon, se joue une histoire bien plus intime et parfois bien plus sombre qu'on ne l'imagine. Approchons-nous du nid. Au XIXe siècle, des naturalistes qui observaient les nids d'aigles depuis les falaises rapportèrent une chose qu'ils osaient à peine écrire. Dans le nid, il y avait souvent 2 œufs, puis 2 poussins. Et quelques jours plus tard, il n'en restait qu'un. Le plus grand avait tué le plus petit, sous les yeux de la mère, qui n'avait rien fait pour l'en empêcher. Certains observateurs refusèrent d'y croire. D'autres crurent à un accident, à un cas isolé. Il faudra des décennies d'observations patientes pour admettre que ce n'était ni un accident, ni une exception. C'était la règle. Voilà l'énigme qui va nous tenir. Pourquoi une mère aussi puissante, capable de tuer un renard, laisse-t-elle mourir l'un de ses propres petits sans lever une serre? Quel sens peut avoir un tel gaspillage? Gardez la question. Pour la comprendre, il faut d'abord remonter avant le nid, jusqu'au commencement de tout, la rencontre de 2 aigles. Chez la plupart des grandes espèces, l'union est durable. Un mâle et une femelle forment un couple qui peut se maintenir de longues années, parfois toute la vie, et qui reste attaché au même territoire saison après saison. Ce n'est pas un attachement sentimental au sens où nous l'entendrions, mais une stratégie d'une redoutable efficacité. 2 partenaires qui se connaissent, qui connaissent leur domaine, chassent et élèvent mieux que 2 inconnus. Et chaque année, au moment de la reproduction, ce lien se rejoue dans le ciel. Le couple se livre à des vols nuptiaux spectaculaires. Les 2 oiseaux montent très haut, puis se laissent tomber, s'effleurent, tournoient ensemble, et il arrive que l'un présente ses serres et que l'autre les saisisse en plein vol, les 2 corps liés basculant vers le sol avant de se séparer au dernier moment. Une danse à couper le souffle, exécutée à des centaines de mètres de hauteur. Puis vient le nid. Et le nid d'un aigle n'est pas un nid ordinaire. C'est une construction énorme, faite de branches entassées année après année, car le couple revient souvent au même endroit et rajoute chaque saison une nouvelle couche. Au fil du temps, certains de ces nids atteignent des dimensions à peine croyables. Plusieurs mètres de haut, autant de large, un poids qui peut se compter en centaines de kilos, l'équivalent d'une petite voiture perchée sur une falaise ou dans un arbre robuste. Prenez un instant pour vous représenter cela. Un amas de bois assez vaste pour qu'un homme s'y couche, bâti à serre nue, au sommet d'un à-pic. Certaines espèces entretiennent d'ailleurs plusieurs nids sur leur territoire et changent d'un à l'autre d'une année sur l'autre, revenant périodiquement sur les anciens. C'est dans ce berceau démesuré que se noue le drame. La femelle dépose en général 1 ou 2 œufs,
parfois davantage, mais rarement plus. Et c'est ici que nous retrouvons notre énigme du début. Voici comment les choses se déroulent. Les œufs n'éclosent pas en même temps. La femelle commence souvent à couver dès le premier œuf, si bien que le premier poussin naît plusieurs jours avant le second. Quelques jours à cet âge, c'est un abîme. Le premier-né est déjà plus grand, plus fort, plus lourd. Quand le cadet éclot enfin, il affronte un aîné qui le domine physiquement de manière écrasante. Et dans bien des cas, l'aîné harcèle le cadet, l'écarte de la nourriture, le frappe, jusqu'à ce que le plus jeune, affamé ou blessé, ne survive pas. Les biologistes ont donné un nom à ce phénomène. Ils parlent d'un comportement fréquent chez plusieurs grands rapaces, où le premier poussin élimine le second. Je dois m'arrêter ici pour une mise en garde. Il est tentant de plaquer sur cette scène nos mots à nous. Cruauté, meurtre, indifférence de la mère. Ce serait une erreur. Aucun de ces mots ne décrit ce qui se joue réellement. L'oisillon n'est pas cruel. La mère n'est pas indifférente. Ce que nous voyons n'est pas un choix moral, mais le déroulement d'un programme façonné par des millions d'années de sélection. Reste à comprendre à quoi ce programme peut bien servir. Car la nature ne conserve pas un tel comportement sans raison. Et la raison, une fois qu'on l'a saisie, est d'une logique froide et implacable. Élever un jeune aigle jusqu'à l'envol coûte une somme d'énergie considérable. Il faut des mois de chasse ininterrompus pour nourrir un seul poussin affamé qui grossit à vue d'œil. Nourrir deux petits jusqu'au bout est, dans bien des années, tout simplement impossible. La nourriture manque, et les deux mourraient de faim plutôt qu'un seul. Alors à quoi sert le second œuf? Il sert d'assurance. C'est un œuf de secours. Si le premier ne parvient pas à éclore, ou si le premier poussin meurt tôt d'une faiblesse, le second prend le relais et la saison n'est pas perdue. Mais si les deux éclosent et que la nourriture ne suffit pas pour deux, alors la sélection a réglé la question à l'avance. Le plus fort survit, le plus faible disparaît, et le couple sauve au moins un jeune vigoureux plutôt que d'en perdre deux affaiblis. Ce n'est pas de la barbarie. C'est une comptabilité de survie, écrite dans les gènes bien avant la naissance des oisillons. Cela dit, tout n'est pas toujours aussi tranché. Dans les bonnes années, quand les proies abondent, il arrive que les deux petits survivent et prennent leur envol ensemble. Le programme n'est pas une fatalité absolue. Il dépend, en partie, de ce que la saison offre à manger. La nature garde toujours une marge. Et une fois passé ce premier tri impitoyable, le survivant devient l'objet de tous les soins. Voilà le renversement qui m'a le plus frappé dans cette histoire. Les mêmes parents qui ont laissé mourir un petit consacrent au rescapé une dévotion sans faille. La mère le couve, le réchauffe, le protège du soleil comme du froid, ne quittant presque jamais le nid les premiers temps. Le père chasse et rapporte sans relâche la nourriture. Puis, patiemment, ils accompagnent l'apprentissage le plus difficile de tous, celui du vol. Le jeune aigle ne naît pas en sachant voler. Il doit l'apprendre, et ses premières tentatives sont maladroites, parfois dangereuses. Il bat des ailes au bord du nid, s'élance, retombe. Il peut chuter. Les parents restent près de lui, l'encouragent à leur manière, et l'accompagnent parfois longtemps après l'envol, tant le métier de chasseur est long à maîtriser. Et c'est bien de métier qu'il s'agit. Car voici une chose que l'on sous-estime. L'aigle n'est pas un chasseur dès la naissance. Il le devient. La lecture du vent, le choix du moment, l'angle du piquet, l'estimation de la distance, tout cela s'affine avec l'expérience. Les jeunes ratent beaucoup plus souvent leur proie que les adultes. Ils apprennent en m'échouant. Voilà pourquoi ces oiseaux investissent tant dans un seul petit. Parce que ce petit devra accumuler des mois, des années de pratique avant d'égaler ses parents. Faut-il pour autant parler d'intelligence? Ici, il faut être honnête. L'intelligence des grands rapaces reste mal connue, bien moins étudiée que celle des corbeaux ou des perroquets. Ce que l'on observe, c'est une réelle souplesse de comportement, la capacité de changer de technique de chasse selon la proie, de coordonner une attaque à deux, d'exploiter un terrain, de s'adapter aux saisons. Est-ce de l'intelligence au sens où nous l'entendons? Les scientifiques se gardent de trancher. Ce qui est sûr, c'est que derrière ce regard fixe, il y a bien plus qu'un simple réflexe. Il y a un animal qui apprend, qui ajuste, qui se corrige.
Un animal, disons, dont nous n'avons pas encore mesuré toute la finesse. Un couple fidèle, un nid grand comme une voiture, un tri implacable à la naissance, puis une dévotion totale aux survivants. Voilà le vrai roman de l'aigle, loin du symbole figé sur les blasons. Et ce symbole, justement, il est temps d'en parler. Car cet oiseau, si discret dans l'intimité de son nid, l'homme en a fait tout autre chose. Il l'a hissé au rang des dieux et des empires. Revenons vers nous, vers notre propre histoire, et demandons-nous pourquoi. Retour dans les montagnes d'Asie centrale, en plein hiver. Un cavalier se tient immobile sur une crête enneigée, un grand aigle posé sur son bras ganté. L'homme scrute la vallée. En contrebas, sur la neige, une tache rousse se déplace. Un renard. Le cavalier soulève légèrement le brin, retire le capuchon des yeux de l'oiseau et le lance. L'aigle s'élance, descend en flèche le long du versant, ombre silencieuse qui grandit sur la neige. Le renard lève la tête trop tard. Cette scène, vous pourriez la voir aujourd'hui, cette année, dans les steppes du Kazakhstan ou les monts de Mongolie. Elle se répète, presque inchangée, depuis des milliers d'années. Et c'est là qu'une question mérite d'être posée. Parmi les milliers d'oiseaux du monde, pourquoi celui-ci, précisément, l'homme l'a-t-il placé à côté de ses dieux, sur ses drapeaux, au sommet de ses empires, encore et encore, sur des continents qui ne se connaissaient pas? Gardez la question. Faisons d'abord le tour de ce que l'homme a fait de l'aigle, et l'ampleur du phénomène vous frappera. Commençons par cette chasse, la plus ancienne alliance entre l'homme et l'aigle. Dans les steppes d'Asie centrale, dresser un aigle pour chasser est un art transmis de génération en génération. On appelle ces chasseurs, chez certains peuples, les berkouchis. Ils capturent un jeune oiseau, l'apprivoisent avec une patience infinie, tissent avec lui un lien de plusieurs années, puis chassent ensemble le renard, le lièvre, parfois des proies plus grandes encore. Et voici un détail qui en dit long sur ce lien. Traditionnellement, après quelques années de chasse commune, le maître rend souvent l'oiseau à la liberté pour qu'il puisse se reproduire dans la nature. On ne garde pas l'aigle prisonnier à vie. On emprunte sa puissance un temps, puis on la restitue. Cet art a traversé les siècles et se pratique encore de nos jours, entouré d'un immense respect. Mais la chasse n'est qu'un début. Car là où l'homme a vraiment placé l'aigle, c'est au-dessus de lui, dans le ciel des symboles. Remontons à la Grèce antique. Chez les Grecs, l'aigle était l'oiseau de Zeus, le roi des dieux, celui qui règne du haut de l'Olympe. C'est un aigle qui portait sa foudre, un aigle qui l'envoyait comme messager, un aigle qui, dans le mythe, enleva le jeune Ganymède pour l'emmener parmi les dieux. Pourquoi Zeus? Parce que l'aigle vole plus haut que tout, parce qu'il fixe le soleil sans ciller, disait-on, parce qu'il tombe du ciel comme la foudre. Le dieu du ciel ne pouvait avoir d'autre oiseau. Voilà la première grande association, celle qui va marquer tout l'Occident. Puis vint Rome. Et Rome fit de l'aigle non plus seulement l'oiseau d'un dieu, mais l'emblème d'une puissance militaire. Chaque légion romaine portait une enseigne surmontée d'un aigle, l'aquila. Ce n'était pas un simple ornement, c'était l'âme de la légion, son honneur incarné. Perdre son aigle au combat était la pire des hontes, une catastrophe. Les légionnaires pouvaient mourir jusqu'au dernier pour éviter qu'ils ne tombent aux mains de l'ennemi. Pensez-y un instant. Un peuple entier faisant d'un oiseau le cœur de son armée, le drapeau vivant sous lequel des dizaines de milliers d'hommes marchaient à la mort. L'aigle n'était plus un animal, il était devenu Rome elle-même. De Rome, ce symbole ne s'est jamais éteint. Il a été repris, siècle après siècle, par ceux qui se voulaient les héritiers de la puissance. Et c'est ainsi qu'apparaît l'une des images les plus étranges de toute l'histoire des emblèmes. L'aigle à deux têtes. Cet aigle-là, qui regarde à la fois vers l'est et vers l'ouest, fut l'emblème de l'Empire byzantin, puis celui de grandes maisons impériales d'Europe, et enfin celui de la Russie. Deux têtes sur un seul corps, pour dire un pouvoir qui embrasse deux mondes, deux directions, un empire tourné vers les deux horizons. Un oiseau réel n'a jamais de tête, mais le symbole, lui, en avait besoin. Voilà jusqu'où l'homme a poussé cette image. Il a corrigé la nature pour la faire coller à son rêve de puissance. Prenons un peu de recul, car ce qui frappe, c'est l'universalité.
Ce n'est pas un caprice d'un seul peuple. Traversons les continents. En Asie, une grande figure ailée, mi-oiseau, monture d'une divinité, plane dans les traditions de l'hindouisme et du bouddhisme, incarnation de la puissance céleste et ennemi des serpents. Chez de nombreux peuples autochtones d'Amérique du Nord, l'aigle occupait une place sacrée. Ses plumes comptaient parmi les objets les plus précieux et les plus respectés, réservés à ceux qui avaient accompli de grands actes, et l'oiseau lui-même était considéré comme un messager entre le monde des hommes et celui des esprits, celui qui vole assez haut pour porter les prières. 3 continents, des cultures sans le moindre contact entre elles, et partout la même intuition. Cet oiseau touche au divin. Ce qui m'a personnellement le plus frappé, c'est justement cela. Des peuples qui ne se sont jamais rencontrés, séparés par des océans, sont arrivés à la même image. Comme si l'aigle imposait de lui-même sa signification à quiconque le regardait monter dans le ciel. Et c'est ici que nous trouvons la réponse à notre question. Pourquoi l'aigle et pas un autre? Rassemblez tout ce que nous avons appris depuis le début de ce film. Il vole plus haut que tout ce que l'homme peut atteindre. Il domine, du regard, un territoire que nul œil humain ne peut embrasser. Il frappe d'en haut, sans prévenir, avec une force et une précision mortelles. Il ne connaît, dans son ciel, presque aucun rival. Réunissez ces traits et vous obtenez exactement l'image que le pouvoir humain rêve de se donner. Celui qui voit tout, qui domine tout, qui frappe de haut et que nul n'égale. L'aigle n'a pas été choisi au hasard. Il a été choisi parce qu'il incarnait, dans sa chair et dans son vol, tout ce que les rois et les empires voulaient être. Le symbole n'a rien d'arbitraire. Il découle directement de la biologie de l'oiseau. Permettez-moi ici une précision qui vous surprendra peut-être. L'un des aigles les plus célèbres du monde, celui qui figure sur les armoiries des États-Unis, n'est pas un aigle au sens strict. C'est un pigargue, ce grand rapace pêcheur dont nous avons parlé au début, cousin des aigles, mais bâti pour le poisson, non pour le lièvre. La distinction, en français, se dit d'un mot. En anglais, elle se perd, et l'oiseau y est appelé aigle comme les autres. Ce petit malentendu de vocabulaire montre à quel point le mot aigle déborde la biologie. Dès qu'un grand rapace au front fier plane au-dessus de nos têtes, l'homme l'appelle aigle et en fait un roi, qu'il en soit un ou non. Zeus, les légions de Rome, l'aigle à 2 têtes des empires, les plumes sacrées d'Amérique, la monture ailée des dieux d'Asie. Sur toute la surface du globe, le même oiseau, hissé au même sommet. Mais ce roi de nos symboles a un destin cruellement ironique. Car pendant que nous le gravions sur nos pièces et nos drapeaux, nous transformions, en bas, le monde réel dans lequel il devait vivre. Et ce monde nouveau, celui des câbles, des champs labourés et du poison, allait devenir pour lui l'un des plus meurtriers de son histoire. Descendons du ciel des symboles vers le sol où l'aigle, aujourd'hui, tente encore de survivre. Dans les steppes du Kazakhstan et de Russie, des équipes de biologistes ont entrepris un travail méthodique et sinistre. Ligne électrique après ligne électrique, poteau après poteau, ils ont marché le long des câbles qui traversent la steppe et ils ont compté les cadavres au sol. Sous certains poteaux, ils ont trouvé les corps de rapaces foudroyés, parfois plusieurs sous une même structure, parfois des centaines le long d'un seul tronçon de ligne. En additionnant leurs relevés, les chercheurs sont parvenus à des estimations qui donnent le vertige. Chaque année, sur ces immenses réseaux traversant les habitats des aigles, un nombre effarant de grands rapaces meurent électrocutés. Le poteau qui devait apporter la lumière est devenu, pour l'aigle, un piège mortel. Voici le paradoxe qui va nous occuper. Comment un oiseau doté d'une vue si parfaite, capable de repérer un campagnol à des centaines de mètres, se fait-il tuer par une structure aussi énorme, aussi visible qu'un poteau électrique? Où est le piège que même cet œil ne voit pas venir? Gardez la question. Pour la comprendre, il faut voir la steppe telle que l'aigle la voit. Représentez-vous une plaine immense, plate, presque sans arbres. Pour un aigle des steppes, un perchoir élevé est un trésor. De là-haut, il domine le terrain, il repère ses proies, il économise l'énergie du vol. Or, dans cette plaine dénudée, l'homme a planté des milliers de perchoirs parfaits, les poteaux des lignes électriques. Hauts, dégagés, dominant tout le paysage. Pour l'oiseau, l'invitation est irrésistible. Il se pose.
Et c'est en se posant, ou en s'envolant, que le drame se joue. Un grand aigle a une envergure de près de 2 mètres. S'il touche 2 câbles à la fois, ou un câble et la structure métallique, avec ses grandes ailes, il ferme un circuit, et le courant le traverse. La foudre, cette fois, ne tombe pas du ciel. Elle jaillit du perchoir lui-même. Voilà la réponse à notre énigme. Le piège n'est pas invisible. Il est même trop visible, trop attirant. Ce n'est pas la vue de l'aigle qui échoue, c'est son instinct qui le trahit. Cet oiseau bâti pour dominer d'un point haut ne pouvait pas deviner qu'un perchoir puisse tuer. Rien, dans des millions d'années d'évolution, ne l'a préparé à un rocher qui foudroie. Et le pire, c'est que ce danger frappe surtout les espèces qui nous ont le plus besoin d'aide. L'aigle des steppes, précisément, celui qui dépend de ces plaines ouvertes, paie ici un tribut terrible. Souvenez-vous de ce que nous disions. C'est un chasseur spécialisé, dont le régime, dans certaines régions, repose presque entièrement sur les rongeurs fouisseurs. Or, ces plaines, l'homme les transforme. Il les laboure, les met en culture, les assèche. Les colonies de rongeurs reculent, et avec elles, la nourriture de l'aigle. D'un côté, sa proie disparaît sous la charrue. De l'autre, ses perchoirs le foudroient. L'étau se referme des 2 côtés à la fois. Prenons un moment pour respirer, parce que le sujet est lourd. Si vous vivez près de la campagne, dans une région où passent de grandes lignes électriques, vous avez peut-être déjà remarqué de grands rapaces perchés sur les poteaux ou les pylônes. Dites-le en commentaire. Où, quand, ce que vous avez vu. Ces observations, mises bout à bout, aident à comprendre où ces oiseaux vivent encore et où les dangers les guettent. Mais l'électrocution n'est pas la seule menace moderne, et la suivante est plus insidieuse encore, car elle est invisible et sans douleur immédiate. Il s'agit du poison. Pas d'un poison qu'on voudrait donner à l'aigle, non, d'un poison qu'il avale sans le savoir, à travers ce qu'il mange. L'aigle, nous l'avons vu, ne dédaigne pas les carcasses. Il lui arrive de se nourrir d'animaux déjà morts. Or, certains de ces animaux ont été tués par des chasseurs, avec des munitions contenant du plomb. De minuscules fragments de ce métal restent dispersés dans la chair. L'aigle les avale avec sa viande. Et le plomb, même en très petite quantité, est un poison redoutable pour un oiseau. Il attaque le système nerveux, affaiblit, désoriente, et finit par tuer à petit feu. Un aigle empoisonné au plomb ne s'écrase pas spectaculairement. Il dépérit, perd ses forces, ne chasse plus et s'éteint lentement. Une mort silencieuse, venue d'une balle qui ne le visait même pas. À ces 2 menaces s'ajoutent d'autres pièges de notre monde. Les grands parcs d'éoliennes, quand ils sont mal placés sur les routes de vol des rapaces, peuvent devenir des obstacles mortels pour des oiseaux dont le regard est fixé au sol, à la recherche de proies, plutôt que droit devant eux. Et puis, il y a le vieux conflit avec l'homme des campagnes. Arrêtons-nous là-dessus, car il repose en grande partie sur un malentendu. Depuis toujours, l'aigle traîne une réputation de voleur de bétail. On l'accuse d'emporter les agneaux, les chevreaux, et dans les légendes les plus folles, d'enlever jusqu'à des enfants. Voyons les choses en face. Un aigle emportant un enfant dans les airs est une pure invention. Un oiseau de quelques kilos ne peut tout simplement pas soulever une telle charge. Les lois de la physique l'interdisent. Un aigle porte en vol un poids modeste, sans commune mesure avec celui d'un enfant. Quant au bétail, la réalité est bien plus nuancée que la légende. Il arrive que de grands aigles s'attaquent à un très jeune agneau ou chevreau affaibli, mais cela reste marginal. Et une bonne part de ce qu'on leur reproche concerne en réalité des bêtes déjà mortes, que l'oiseau ne fait que consommer sans les avoir tuées. L'aigle charognard qu'on surprend sur une carcasse n'est pas forcément le meurtrier. Souvent, il n'est que le convive. Ce qui m'a le plus frappé, en rassemblant tout cela, c'est l'ironie de la situation. Nous avons fait de l'aigle le symbole de nos empires, l'oiseau de nos dieux, la fierté de nos drapeaux. Et dans le même temps, sans même le vouloir, nous avons rempli son monde de pièges. Des perchoirs qui foudroient, une viande qui empoisonne, des plaines vidées de ses proies, une réputation qui le condamne. Le roi des symboles est devenu, dans le monde réel, l'une des victimes de notre présence. Faut-il en conclure que tout est perdu? Pas nécessairement. Car s'il est vrai que l'homme a créé ces menaces, il est aussi capable de les défaire. Un poteau électrique peut être équipé de dispositifs qui empêchent l'électrocution. Une munition sans plomb existe déjà.
Une ligne électrique peut être déplacée d'un couloir de vol. Rien de tout cela n'est hors de portée. Le danger vient de nos mains, le remède aussi. Et c'est précisément cette histoire, celle du poison retiré et de l'oiseau qui revient, que nous devons maintenant raconter. Car il fut un temps, pas si lointain, où l'homme a bel et bien failli faire disparaître ses aigles pour de bon, avant de comprendre son erreur et de tenter de la réparer. Remontons à cette catastrophe et à ce qui a suivi. Un biologiste grimpe le long d'un pylône électrique dans la steppe, harnaché, prudent. Tout en haut, sur une plateforme installée par des mains humaines, il y a un nid. Et dans ce nid, un jeune aigle des steppes qui le fixe sans bouger. L'homme s'approche doucement. Il prend l'oisillon, l'examine, fixe autour de sa patte une bague légère, puis installe sur son dos un minuscule émetteur, pas plus lourd qu'un morceau de sucre, qui suivra ses déplacements pendant des années. Puis il repose l'oiseau dans son nid et redescend. Le même pylône qui, quelques mètres plus loin, foudroie les aigles, porte ici un nid protégé et un jeune que l'homme vient d'équiper pour mieux le sauver. Toute la contradiction de notre époque tient dans cette image. Et cette image pose la question la plus lourde de tout ce film. Quand un grand prédateur commence à disparaître, peut-on encore le sauver? Ou bien, une fois le déclin engagé, est-il déjà trop tard? Gardez la question. Pour y répondre, il faut d'abord raconter la plus grande catastrophe qu'aient connue les rapaces à l'époque moderne. Et elle est venue, une fois de plus, d'un poison invisible. Au milieu du XXe siècle, l'homme mit au point un produit chimique destiné à tuer les insectes nuisibles. On le répandit massivement sur les cultures, à travers l'Amérique et l'Europe. Il paraissait miraculeux. Mais ce produit avait une propriété terrible. Il ne se dégradait pas. Il s'accumulait. Absorbé par les insectes, il passait dans les petits animaux qui les mangeaient, puis se concentrait davantage encore dans les prédateurs qui mangeaient ces animaux. À chaque étage de la chaîne alimentaire, la dose grimpait. Et tout en haut de cette chaîne, il y avait les rapaces. Chez eux, le poison atteignait des concentrations dévastatrices. L'effet fut d'une cruauté insidieuse. Le produit ne tuait pas forcément l'oiseau adulte d'un coup. Il s'attaquait à sa descendance, d'une manière que personne n'avait prévue. Il rendait la coquille des œufs anormalement mince. Si mince que, au moment de couver, le poids du parent suffisait à la briser. Génération après génération, les rapaces pondaient des œufs qui se rompaient sous eux. Les nids se vidaient. Les populations s'effondraient. Prenez une seconde pour saisir l'horreur de la chose. Les oiseaux continuaient de pondre, fidèlement, mais leurs petits ne naissaient plus. Une extinction silencieuse, sans cadavres spectaculaires, juste des berceaux qui restaient vides, saison après saison. Nous retrouvons ici une leçon rencontrée bien plus tôt, du côté du géant disparu de Nouvelle-Zélande. Le prédateur au sommet est le plus exposé de tous. Ce qui empoisonne le bas de la chaîne se concentre en haut. Ce qui frappe la base finit par frapper le roi. Être au sommet, ce n'est pas seulement dominer. C'est aussi recevoir, concentrer tout ce qui empoisonne le monde en dessous. Et voici enfin la réponse à notre question, celle qui donne à cette volée son unique lueur d'espoir. Devant l'effondrement, des scientifiques comprirent la cause, la démontrèrent, et l'on finit par interdire le produit. Alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lentement, les coquilles reprirent leur épaisseur normale. Les œufs cessèrent de se briser. Les petits recommencèrent à naître. Et sur plusieurs décennies, des populations de rapaces qu'on croyait condamnées remontèrent, revinrent, repeuplèrent des territoires abandonnés. La preuve était faite, et elle est capitale. Non, il n'est pas toujours trop tard. Retirez la cause à temps, et la vie, souvent, se relève. Ce qui m'a personnellement le plus marqué dans cette histoire, c'est sa lenteur. On détruit vite, en quelques années. On répare lentement, sur des décennies. Mais on répare. Et cela change tout. Encore faut-il agir à temps, car toutes les espèces ne sont pas logées à la même enseigne. Faisons le point, aujourd'hui, sur l'état réel de ces oiseaux. Certains aigles se portent relativement bien. Le grand aigle des montagnes d'Eurasie, par exemple, conserve de vastes populations sur plusieurs continents. Mais d'autres sont en réel danger. L'aigle des steppes, dont nous avons tant parlé, a vu ses effectifs chuter fortement et figure désormais parmi les espèces menacées.
D'autres grands aigles, spécialisés, à faible reproduction, dépendant d'un habitat précis, sont classés comme vulnérables ou en danger sur les listes internationales de protection. Le tableau est contrasté, ni catastrophe générale, ni tranquillité. Une vigilance espèce par espèce. Parmi ces histoires, il en est une qui mérite qu'on s'y arrête, car elle est un modèle d'espoir. Dans la péninsule ibérique vit un aigle rare, longtemps confondu avec son cousin de l'Est, et réduit à un très petit nombre de couples au bord de l'extinction. On aurait pu le croire perdu. Mais un effort de protection considérable fut engagé. On équipa les lignes électriques de dispositifs contre l'électrocution. On protégea les nids, on surveilla les couples, on renforça les populations de ses proies, et l'on soigna et relâcha les oiseaux blessés. Peu à peu, patiemment, le nombre de couples remonta. Cet aigle qu'on croyait condamné se maintient aujourd'hui et se reproduit, arraché de justesse au néant. Une victoire fragile, jamais définitive, mais bien réelle. Et cela nous ramène au pylône du début, à ce biologiste suspendu dans le vide. Car tous les remèdes existent, nous les avons croisés au fil de ce film. Le perchoir qui foudroie peut être isolé, la balle de plomb peut être remplacée, la ligne meurtrière peut être déplacée, le nid peut être protégé, l'oiseau blessé soigné, la proie disparue ramenée. Rien de tout cela ne relève du miracle. Ce sont des gestes concrets, à la portée de la main humaine, la même main qui a tendu les câbles et chargé les fusils. L'aigle ne demande pas qu'on l'adore. Il demande seulement qu'on cesse de lui rendre le monde invivable. Souvenez-vous du fil ténu dont je vous parlais, ce lien entre un aigle et ce dont il dépend. Nous avons vu ce fil se rompre, autrefois, pour le géant qui n'a pas survécu à la perte de sa proie. Nous avons vu l'homme, sans le vouloir, s'en prendre à ce fil de 1000 manières. Mais nous venons de voir aussi que ce fil peut être renoué. C'est peut-être là le vrai pouvoir dont dispose notre espèce, celui que Zeus, Rome et les empires n'ont jamais soupçonné, non pas régner sur l'aigle, mais lui laisser une place. Nous voilà revenus tout près de vous, tout près du sol où vous vous tenez. Il ne reste plus qu'une chose à faire, lever une dernière fois les yeux et regarder ce que cet oiseau est vraiment, maintenant que nous le connaissons. Il ne pense pas à vous, il ne vous craint pas, il ne vous voit même pas comme une menace, ni comme une proie, ni comme rien de particulier. Et pourtant, bien avant que vous ne l'ayez remarqué, il vous a déjà repéré. Cette indifférence souveraine, ce regard qui vous traverse sans s'arrêter, voilà peut-être ce qui reste de plus troublant chez cet oiseau, une fois qu'on a tout appris de lui. Nous l'avons couvert de symboles, chargé de nos rêves de puissance, hissé sur nos drapeaux. Lui n'en sait rien. Il continue de faire ce qu'il a toujours fait, lire le vent, fouiller le sol du regard, attendre le bon instant. Et c'est là qu'une dernière question mérite d'être posée. Après tout ce chemin, que reste-t-il au fond quand on retire les mythes, les blasons, les légendes? Que reste-t-il de l'aigle lui-même? Reprenons une dernière fois tout ce que nous savons désormais. Nous avons commencé par une vérité déroutante. L'aigle n'est pas une espèce, mais un rôle, une carrure, une manière d'occuper le ciel, inventée plusieurs fois par l'évolution sur des continents séparés. Ce mot que nous croyons si simple recouvre des dizaines d'oiseaux qui, parfois, ne sont pas plus parents entre eux qu'un chat ne l'est d'un ours. Souvenez-vous de cette idée, car elle est la clé de tout le reste. Il n'y a pas un aigle. Il y a une réponse répétée à une même question posée par le ciel. Nous avons ensuite ouvert ce corps et découvert un chef-d'œuvre de retenue. Un squelette creux, léger comme un roseau. Des plumes qui sont des pièces mécaniques. Une aile qui ne rame pas, mais qui vole les cadeaux du vent, montant sans effort dans des colonnes d'air invisibles. Un souffle qui ne gaspille rien, capable de fonctionner là où le nôtre commencerait à manquer d'air. Rien dans ce corps n'est décoratif. Tout y sert à une seule chose, porter 2 yeux le plus haut possible. Car l'aigle, nous l'avons compris, est avant tout un œil. Un œil géant, 2 fois plus riche en capteurs que le nôtre, doté non pas d'un mais de 2 centres de netteté par œil, capable peut-être de lire sur le sol des pistes lumineuses que nul mammifère ne perçoit. Tout le reste, les ailes, les serres, le bec, n'est que le prolongement de ce regard. L'aigle voit d'abord, il frappe ensuite.
Et derrière ce chasseur, nous avons trouvé un animal plus intime qu'on ne l'imagine. Un couple fidèle, des années durant. Un nid grand comme une petite voiture, rebâti saison après saison. Un tri impitoyable à la naissance, non par cruauté, mais par une froide comptabilité de survie. Puis une dévotion totale au petit qui reste, accompagné, nourri, guidé pendant des mois dans l'apprentissage le plus difficile de tous, celui du vol. Car on ne naît pas aigle, on le devient, en échouant encore et encore, jusqu'à ne plus manquer sa cible. Nous avons enfin regardé ce que l'homme a fait de lui, et ce qu'il lui a fait subir. Le même oiseau que nous placions à côté de nos dieux, nous l'avons foudroyé sur nos poteaux, empoisonné par nos munitions, affamé en labourant ses plaines. Et pourtant, nous avons vu aussi que ce fil rompu pouvait être renoué, qu'un poison retiré à temps laisse la vie se relever, qu'un aigle au bord du néant peut patiemment revenir. Rien de tout cela n'est perdu d'avance. Voilà ce qui reste, une fois les mythes retirés. Non pas un roi, non pas un symbole, un animal, précis, fragile, magnifiquement ajusté à son ciel. Ses os sont plus légers que ses plumes. Son aile ne combat pas le vent, elle s'en sert. Son œil voit un monde qui nous est fermé. Son corps entier n'existe que pour porter ce regard vers le haut. Il n'est pas le roi que nous avons inventé. Il n'a jamais eu besoin le couronne. Il lui suffit de monter, en silence, là où nous ne pouvons pas le suivre. Alors si un jour vous marchez dans un champ ou sur un sentier de montagne et qu'une ombre glisse un instant sur l'herbe devant vous, ne baissez pas la tête tout de suite. Arrêtez-vous une seconde. Levez les yeux, cherchez le point sombre suspendu très haut dans le bleu. Et rappelez-vous qu'à cet instant précis, ce point minuscule, lui, vous voit avec une netteté dont vous ne pourrez jamais faire l'expérience. Il voit le champ, il vous voit, il voit le moindre mouvement dans l'herbe autour de vous. Vous n'êtes, dans son ciel immense, qu'un détail parmi d'autres. Et il y a quelque chose d'apaisant, au fond, à se savoir si petit sous un regard si vaste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à Planète Animal pour ne pas manquer notre prochaine rencontre, avec un autre animal dont l'histoire, elle aussi, vous surprendra.